Quand et comment finir une psychothérapie avec aujourd'hui Maximilien Bachelard, docteur en psychologie, psychothérapeute en Seine-et-Marne. Ali Habibit avec nous, thérapeute de couple et de famille. Vous êtes Ali, doctorant en psychologie clinique. Rappelez-nous le thème de votre... de la thèse, oui, c'est le thème que j'ai choisi, c'est une étude de la psychopathologie avec une vision islamique. Donc tirer soit des sources religieuses, soit de la culture musulmane, avec une comparaison, donc il y a un peu d'ethno dedans, par rapport à l'approche occidentale de la psychopatho, donc avec un gros chapitre sur l'automatisme mental, donc le fait d'entendre des voix, etc., sur la possession dont on a parlé la semaine dernière, sur tout ce qui est lié à la culture et aux croyances. Donc voilà, c'est assez vaste, mais voilà, on en reparlera. Quand et comment finir une psychothérapie, est-ce qu'il arrive que le patient et son thérapeute n'aient plus rien à se dire ? Je pense que ça peut arriver après. J'ai du mal à l'imaginer en dehors d'un suivi qui serait terminé. Oui, mais c'est-à-dire que s'ils n'ont plus rien à se dire, après, faut voir est-ce qu'ils n'ont plus rien à se dire parce qu'ils sont, voilà, ça fait longtemps qu'il y a le suivi et là on approche vraiment à une fin de quelque chose. C'est pas forcément la fin de la thérapie, mais la fin de selon l'objectif qui a été précisé. Ou est-ce qu'ils n'ont plus rien à se dire parce que ce jour-là, le patient n'a pas envie de parler ou qu'il est pas bien, ou alors que dans sa nature il parle pas beaucoup. Vous voyez, comme tu disais tout à l'heure, vous avez des patients des fois qui sont pas très participatifs et là c'est pas toujours simple. Mais en règle générale, s'il vient, c'est qu'il y a quelque chose à se dire déjà, juste le fait qu'il soit venu. Ouais. Alors on disait avant la pause que les patients avaient le choix de leur thérapeute, mais le thérapeute aussi, Maximilien. Bien sûr. Oui, c'est ce que j'ai ajouté un petit peu à l'entracte finalement. C'est non pas qu'il faille imaginer dire à un patient, écoutez, moi j'ai pas envie de vous voir, mais simplement de se dire qu'on n'est pas tout puissant, qu'on a des limites et que ça peut être certaines pathologies, certains profils, certaines problématiques ne sont pas forcément de notre ressort. Tout simplement, comme je l'ai dit la dernière fois, si on me demande une évaluation de l'intelligence, a priori, si on ne l'a pas demandé d'ores et déjà au téléphone, j'enverrai un collègue. Quoi. Est-ce que ça a un sens de parler des différentes étapes d'une thérapie ? Est-ce qu'il y a plusieurs étapes dans une thérapie ? En parler avec le patient, vous voulez dire ? Non, mais de dire quelles sont les différentes étapes d'une thérapie, par exemple. Je pense que déjà, très basiquement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 3 premières séances sont cruciales. Il y a tout un milieu de thérapie où les choses sont amenées à être mouvementées puisque la personne est amenée à un moment donné à changer, à se transformer. Et ça devrait mobiliser de l'énergie puisque la personne fait appel à nous. Sinon, elle ne serait pas venue nous voir. C'est-à-dire qu'il va falloir soit se réaccorder avec l'entourage, soit prendre des décisions, soit adopter de nouveaux comportements, etc., etc. Donc ça va être mobilisant et ça va probablement... Ça peut amener une tension auprès du thérapeute notamment, du découragement, de la tristesse. La colère peut laisser place à d'autres émotions, donc c'est mouvementé. La fin est a priori beaucoup plus calme et voilà. Elle est plus calme, mais elle n'est pas forcément plus simple. Parce que dans une fin de thérapie, il y a quand même l'idée de la séparation. Et dans l'idée de la séparation, c'est jamais simple, parce que c'est quand même une relation. Et c'est là où vraiment il y a le recul nécessaire du thérapeute qu'il doit avoir sur le fait que cette relation elle est quand même cadrée et qu'elle est très particulière et que c'est pas n'importe quelle relation comme on pourrait avoir à l'extérieur, mais il peut y avoir un sentiment de tristesse comme un sentiment de gratification, d'avoir réussi quelque chose, d'avoir atteint des objectifs, d'avoir aidé la personne. Donc c'est pas toujours... c'est calme, mais c'est pas forcément simple à vivre. D'autant que certains patients peuvent partir finalement plus tôt. Oui. Alors pour plusieurs raisons, parce qu'ils ont peur de rentrer dans la dépendance, ils ont peur que ça ne s'arrête pas, tout ça. Ils veulent se prouver qu'ils peuvent y arriver sans vous aussi. Parce qu'on peut accepter de voir le psy, mais au fond se dire c'est quand même assez lamentable, j'aurais pu me débrouiller par moi-même. À une autre époque, on s'en sortait très bien sans. Donc ça aussi, encore une fois, le boulot du psy est de peut-être sentir ça et d'amener cette hypothèse, c'est comme ça que je travaille, moi en tout cas, d'amener cette hypothèse auprès du patient. Parce que ça règle pas le problème de faire comme si on n'avait rien vu, en fait, et que le patient continue à se raconter ce qu'il veut, quoi. Ouais, mais vous imaginez que vous faites un métier où vous êtes peut-être les seuls à entendre les choses que vous disent les gens et qu'ils le disent à personne d'autre. C'est-à-dire que le psy, c'est peut-être la personne à qui vous racontez le plus de choses. Donc c'est quand même le choix de la personne à qui on va le faire est quand même déterminant. Exactement. C'est pour ça qu'il faut aussi que les thérapeutes puissent remercier leurs patients de la confiance qu'ils leur portent, parce que c'est pas simple d'aller voir un psy. C'est pas facile. Et c'est pour ça que parfois il faut pouvoir moduler la rencontre. C'est-à-dire que
Je vais utiliser une image qui va peut-être un peu choquer, mais c'est un peu comme l'auscultation chez le médecin. C'est-à-dire que, comme vous le dites, on va montrer son intimité. Et donc, ça ne va pas se faire comme ça facilement. Il faut pouvoir respecter que les gens ne soient pas à l'aise pour le faire devant vous. Et peut-être dire à ce moment, écoutez, en tout cas, moi, c'est ce que je peux dire, écoutez, prenez votre temps. Il est important aussi que vous ne disiez pas tout, parce que d'expérience, je sais aussi, il y a un profil de personnes qui peuvent venir en première consultation et vous déballer tout. Le psy est agrippé à son siège, c'est assez terrible, assez compliqué. Moi, par d'expérience, je sais que je fais en sorte que les gens ne déballent pas tout. Quand je vois que ça commence comme ça, je demande aux gens de garder un petit peu, parce que l'effet que ça a chez certains, c'est de se dire oh, mon Dieu, j'ai tout balancé au psy, je suis complètement angoissé, et donc je ne reviendrai plus. Et les personnes disparaissent. Ça m'est arrivé 2 fois au tout début de ma pratique, et je me suis dit, ça c'est terminé, parce que les gens peuvent être encore plus mal, en fait, à l'idée d'avoir tout donné. Et je pense que c'est le boulot du psy à ce moment-là de simplement dire écoutez, on va y aller progressivement. Moi, c'est important que je puisse entendre des choses, mais vous aussi, que vous ne soyez pas complètement dépossédé de ce qui vous arrive, quoi. Voilà. Parce qu'après, les gens repartent chez eux. Mais est-ce qu'il faut tout dire? Enfin, je ne sais pas s'il faut, mais est-ce qu'il faut tout dire à un psy ou Non, certainement pas. Non, c'est de dire ce qu'on a envie de dire et ce dont on pense avoir besoin de dire, qui peut être nécessaire par rapport à l'attente ou à l'objectif que le patient peut avoir, mais tout dire non. C'est-à-dire qu'il faut sortir de... C'est pour ça que quand tu disais tout à l'heure, Maximilien, que pour ceux qui disent que avant on s'en sortait très bien quand même, alors qu'il n'y avait pas de psy, cette idée, je ne suis pas totalement sûr qu'elle soit vraie, dans le sens où avant, le psy, c'était pas un psy, mais il y avait, il y avait d'autres personnes. Il y avait des gens qui avaient cette fonction, justement, que le psy peut avoir aujourd'hui, mais qui se faisaient différemment, et en tout temps, en tout lieu, dans toutes les cultures, vous retrouvez des personnes, et même dans la famille, on en parlait il y a quelques mois sur le fait que la définition de la famille a un peu changé. Aujourd'hui, on est dans des familles nucléaires où vous avez le papa, la maman, plus l'enfant ou les enfants. Alors qu'il y a 100 ans, la famille, c'était l'oncle, la tante, le grand-père, le commerçant, le voisin, l'ami des parents. Et chacun avait une fonction dans l'éducation de l'enfant. On pouvait faire certaines choses avec un oncle qu'on ne pouvait pas faire avec son papa. Vous voyez, vous avez l'oncle rigolo, avec qui vous pouvez déconner, vous pouvez le tutoyer, vous pouvez l'appeler par son prénom. Votre père, vous ne pouvez pas. Donc, vous voyez que cet oncle-là avait une fonction qui permettait le développement, qui permettait à l'enfant de se développer. Dans les familles, et là, si on parle au niveau culturel, vous avez les clans. Toutes les civilisations qui vivent un peu en forme de clan, le clan, c'est juste une famille élargie. Et dans les clans, vous aviez une personne qui avait cette fonction de thérapeute, qui avait cette fonction de personne qu'on allait voir quand on avait une problématique, quand on avait un ressenti, quand on comprenait pas quelque chose. De bons conseils. Et voilà, qui pouvait donner un conseil, qui pouvait parfois juste écouter. Le fait de l'avoir écouté, vous voyez. Donc cette fonction thérapeutique, elle a toujours existé. Mais c'était pas forcément on l'appelait pas psy, et c'était pas le cadre psy. Après, l'autre sujet que tu avais... Parce que je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié du coup. Vous voulez qu'on en parle? Il faut tout dire à son psy. Non, il y avait autre chose avant. J'ai oublié, ça me reviendra si ça revient. Il faudrait que vous mettiez un petit... ça commence à partir. Un petit carnet. Je vois ça. Hein. Je devrais m'inquiéter, Philippe. D'ailleurs, les psys... Est-ce qu'ils se prennent des notes, c'est ça? Ouais, exactement. Je vous vois arriver. Ouais. Moi, je prends des notes. Oui, parce que finalement... Bon, vous le voyez, hein, si j'oublie ce que j'ai envie de dire... Vous avez plusieurs patients, et donc finalement, faut pouvoir se souvenir de... Moi, au premier rendez-vous, je prends à peu près une page de notes, écrit comme un cochon. La deuxième, je prends une demi-page, et après, on va dire que ça ira pas plus loin que 2 lignes. Après, c'est ma façon de bosser, hein, chacun a vraiment son... Moi, je prends toujours des notes. Après, c'est vrai que au fur et à mesure des séances, j'en prends de moins en moins, et c'est juste des mots de rappel ou des liens que je mets par rapport à quelque chose que je détecte ou là où j'ai envie de plus ou moins aller, mais c'est des petites notes. C'est personnel, et puis ça peut avoir du sens à un moment donné que vous puissiez oublier des choses qui sont importantes pour le patient. C'est-à-dire, tout ça, ça vient interroger un petit peu le fonctionnement de la personne en face de nous aussi. C'est-à-dire que si vous en oubliez qu'il y a eu un décès dans la famille, vous ne l'avez pas noté, peut-être que ça vous indique un peu ce que ça signifie pour la personne en face de vous. Peut-être qu'elle aussi, elle essaie de faire en sorte que cette personne soit encore vivante. Donc ça peut devenir un outil de travail, justement, la prise de notes. On peut faire des lapsus aussi en écrivant. Exactement. Après, moi, dans ma façon de faire, j'ai plutôt tendance à capter un peu le regard des gens et de voir un peu ce qui se passe, parce que je vais écrire... Donc vous êtes en face, vous? Oui, ah oui, complètement. Ouais. Oui, parce qu'il y a des thérapies où vous n'êtes pas en face. Ah, la psychanalyse, vous voulez dire? Oui. Mais c'est pas la même chose, on n'est plus du tout dans le même dispositif, puisque dans la psychanalyse, je ne sais pas si on fait une aparté de 30 secondes, on essaie de susciter le transfert. Oui. Vous voyez ce que ça signifie? En quelque sorte, vous imaginez un projecteur qui projette sur un mur. Je mets ma main entre le projecteur et le mur,
Donc je vois plus ce qui est écrit sur le PowerPoint qui est sur le mur. Bon, la question du transfert, c'est ça. C'est je ne me mets pas entre le projecteur et le mur pour essayer d'observer au mieux ce qui vient de la personne. Donc on a besoin de ça quand on est psychanalyste pour aller explorer comment fonctionne la personne avec son monde. Donc c'est normal qu'on se mette pas en face. Ça a du sens, hein. Ça a du sens dans la théorie psychanalytique. Exact. Moi, je suis pas psychanalyste, donc j'ai pas besoin d'utiliser un truc qui me concerne pas. Voilà, qui va pas me servir. Ça veut pas dire que pour moi il y a pas de transfert, mais ça veut dire que c'est pas mon outil principal que de regarder ce que la personne projette pour pouvoir comprendre comment elle fonctionne. Vous voyez ? Donc vous êtes face à face et vous confrontez votre regard. Oui, vous inquiétez pas, les gens peuvent tourner la tête et regarder ailleurs s'ils ont envie. Et ils peuvent vous parler toute la séance en regardant à côté. Hein. Ouais. Oui. Mais par rapport à la psychanalyse, vous aviez Lacan, lui, par rapport justement au processus thérapeutique, disait que le début de la thérapie, c'était quand le patient, c'était pas lui qui parlait. Et il parlait pas à la personne à qui il croyait parler. Que le milieu de la séance, c'est quand il se rend compte que c'est lui qui parle, mais il parle toujours pas à la personne à qui il croit parler. Et la fin de la séance, c'est quand il se rend compte que c'est lui qui parle et qui parle à un adulte qui est le thérapeute et qui n'est pas un parent. Donc c'était sa vision de voir les choses. Comment est-ce on va demander peut-être des conseils pour vous. Comment est-ce qu'on peut réussir une psychothérapie? Quels sont les conseils qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent? Maximilien. Ça va dépendre un petit peu du thérapeute. Parce que moi, dans ma façon de voir les choses, j'encourage, que ce soit les gens que je rencontre ou les gens que je conseille, j'encourage les gens à pouvoir exprimer ce qui se passe avec leur thérapeute. Parce que c'est extrêmement frustrant en tant que psy d'avoir des gens qui me disent « Ah bah oui, mais alors mon psychothérapeute, il est nul, etc. » et que les gens n'aient pas pu exprimer ça. C'est quand même un peu malheureux de rester pendant des années avec une personne qu'on paye toutes les semaines, voire 3 fois par semaine. Mais alors pourquoi on y va alors? Parce que ça peut venir maintenir un état, parce qu'on peut être bercé par la croyance qu'on va y arriver, parce qu'on est dépendant aussi du regard de quelqu'un. Donc c'est une profession à risque. Hein. Si le psychothérapeute n'est pas bien au clair, il peut amener la personne à rester comme ça pendant des années. Voilà. Maintenant, c'est aussi le meilleur moyen de ne pas se confronter parfois à une mise en action. Hein. Je veux dire, raconter vos problèmes pendant des années et vous trouver une oreille compatissante, c'est le meilleur moyen de ne pas dire à votre mari ou à votre conjoint que ça ne va plus, de changer de boulot, de tout plaquer. Voilà, ça peut maintenir un état. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je me pose toujours la question de qu'est-ce qui est maintenu et qu'est-ce qu'on pourrait être amené à bouger et qu'est-ce que ça va provoquer chez les gens. Si j'anticipe pas ça, après, je ne comprends pas pourquoi les gens ne s'impliquent pas. Mais si j'ai anticipé ce que ça peut provoquer dans la famille, dans l'histoire de la personne, je peux amener au mieux les gens à changer. Quoi. Voilà. Des conseils, Ali Habibi, pour réussir sa thérapie? C'est-à-dire qu'il faut, comme disait Maximilien, ne pas hésiter à dire ce qu'on ressent ou ce qu'on perçoit, ne pas hésiter à parler. Le thérapeute, il est là pour pouvoir entendre ça et éventuellement l'utiliser pour le patient. Donc ne pas hésiter à dire des choses, son ressenti, que ce soit un ressenti positif ou non, faut le dire. Donc l'authenticité, elle est importante. C'est-à-dire de vraiment être comme on est. Ne pas forcément jouer un rôle ou faire croire certaines choses. Donc, moi, je parlais surtout d'authenticité, de fait de dire les choses, de ne pas hésiter à en parler, de ne pas hésiter à dire quand ça ne va pas. Après, ce qu'on peut conseiller d'autre éventuellement, c'est dire quand ça ne va pas à son thérapeute. Oui, mais ce qui ne va pas dans la thérapie, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent ne pas aller pour le patient dans la thérapie par rapport au comportement du thérapeute ou par rapport à ce qui se joue, à ce qui se travaille. Et là, il faut en parler, il ne faut pas hésiter à le dire, il ne faut pas le taire, vous voyez. Donc là, ça peut être le premier conseil. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est d'être attentif à ce qu'on vit réellement, et de voir l'utilité et la fonction de la thérapie. Quelle fonction a cette thérapie pour soi? De prendre du recul et d'essayer de voir, même en dehors de la thérapie, hein, là c'est vraiment un truc qui peut se faire entre séances, d'essayer de prendre du recul et s'analyser et analyser ce qui se passe en thérapie, d'essayer de voir, bon, ok, cette thérapie, quelle fonction elle a pour moi? Est-ce que ça m'aide réellement? Est-ce que ça m'aide à avancer? Est-ce que ça m'aide à atteindre mes objectifs? Ou est-ce que ces objectifs sont des prétextes pour autre chose? Vous voyez, de voir si c'est pas non plus, parce que bon, c'est un peu technique ce que je veux dire, mais la thérapie peut aussi être un symptôme en soi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elle peut alimenter quelque chose qui cache. Change de problème. J'essaye de prendre des précautions pour pas heurter, pour pas heurter les psys, mais. Oui, bah vas-y. Mais j'espère qu'ils nous écoutent. Bon. Oui, parce que t'aimes bien titiller. Mais ce que je veux dire par symptôme, dans le sens où si la personne utilise la thérapie
pour cacher le vrai problème de ce qui se passe au fond d'elle, de ce qui cause problème dans son mal-être, de ce qui cause problème dans ses difficultés, et que la thérapie, en gros, elle alimente ça. Vous voyez, le fait de ne pas dire réellement les choses, par exemple, ou le fait, quand on parlait tout à l'heure dans le couple, quand un va se faire suivre pour être suivi, parce que ça fait plaisir à madame ou parce que c'est le meilleur moyen de maintenir son couple. Dans ce cas-là, ok, ça a une fonction qui est le maintien, par exemple, du couple, mais au fond, ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le problème. Et là, le thérapeute est utilisé. Contrairement à toi, le fait qu'il soit utilisé, ça ne me dérange pas tant que ça. Vous avez vu comment il noie bien le poisson? Là, c'est ce qu'on appelle une habibite en direct. Ah, c'est vrai. Là, il a noyé le poisson. Mais le poisson, mais regardez ça. Il s'est demandé. Vous êtes fort, Ali. Non, Philippe. Vous êtes fort, Ali. Non, je suis désolé. Je suis pas d'accord. C'est comment dire les choses sans vexer les gens. Le but, c'est pas de les vexer, mais par exemple, le fait de, quand on parlait tout à l'heure de l'utilisation du thérapeute par rapport à autre chose que ce qui est dit, dans l'absolu, moi, ça me dérange pas tant que ça. Tout dépend de pourquoi il est utilisé. Mais parce que toi, tu pars du principe que tu l'as senti, ça. Oui, il faut le percevoir. Tu le détectes. Oui, il faut le percevoir. Il faut se rendre compte de la chose. Et c'est-à-dire de se dire, OK, je vais pas forcément en parler tout de suite avec le patient. Il m'utilise pour quelque chose. S'il m'utilise pour quelque chose, c'est que cette chose-là, elle est importante pour lui. Si cette chose-là elle est importante pour lui, c'est qu'elle a du sens. Maintenant, c'est d'essayer de comprendre, ok, jusqu'à quel niveau cette chose-là est importante pour lui. Le fait d'être utilisé, c'est pas trop problématique en soi, parce que sinon je vais le prendre pour moi et après je vais me braquer et là c'est pas bon. Mais c'est de prendre aussi du recul et de se dire, il peut m'utiliser, il peut utiliser la thérapie tant que l'objectif est utile pour lui et qu'il est plutôt sain en soi.